Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité et notamment du rôle central que pourrait jouer le vélo dans les opérations de déconfinement. Pour cela, nous avons parlé avec Olivier Schneider, le président de la FUB. Olivier Schneider, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des usagers de bicyclettes, la FUB. Il s'agit d'un organisme qui regroupe 365 associations de cyclisme réparties sur toute la France. Et aujourd'hui, on vous a invité pour parler de la place du vélo dans les opérations de déconfinement qui vont commencer à partir du 11 mai. Dans quelques jours à peine, la France va sortir du confinement et se pose la question de la circulation en ville, notamment pour tout ce qui concerne le respect des distances de sécurité. Et donc, vous faites partie des principales personnes à défendre le point de vue que le vélo a un rôle à jouer en particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Tout à fait. C'est vrai que la crise que nous traversons est inédite à l'époque moderne. Et donc, c'est la première fois qu'on sera confronté à cette phase de déconfinement progressif. Il serait dommage de se priver du potentiel de la solution vélo pour affronter les défis que cette crise, que cette sortie de crise finalement, met devant nous. Et le vélo a bien des atouts à offrir à la France dans ce contexte-là, puisque finalement, se déplacer à vélo, ça fait partie des gestes barrières. C'est-à-dire que soi-même, vu la distanciation naturelle qu'on a à vélo, on est à l'abri du virus. On ne risque pas, si jamais on est contaminé, éventuellement qu'on n'est pas au courant, de le transmettre aux autres. Il n'y a pas, contrairement au transport en commun, aussi le risque de se contaminer par le contact des surfaces, les gouttelettes, mais aussi les surfaces. Et dans les transports en commun, même si on porte un masque, etc., c'est quand même pas évident de désinfecter régulièrement toutes les rames. Et donc, il y a cet aspect-là, mais il y en a aussi bien d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de désengorger les transports en commun va permettre à celles et ceux qui n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de prendre les transports en commun, d'être moins nombreux et donc de pouvoir respecter la distanciation. Et évidemment, il y a toute une incitation à la démobilité, que les gens se déplacent moins, et également un étalement, un peu le flatten the curve, mais qui concerne les heures de pointe, faire en sorte que tous les enfants ne commencent pas à la même heure, ne finissent pas à la même heure, pareil pour les salariés. Mais même ça, vu la réduction qu'il faut faire de 80% des passagers des transports en commun, ça fait que il faut bien que les gens qui ont besoin de se déplacer se reportent sur un autre mode. Si jamais ils le faisaient sur la voiture, le problème c'est que ça va être un retour de la pollution. Et en dehors des morts qu'on a déjà chaque année en lien avec la pollution de l'air, on sait que la pollution de l'air est un facteur absolument aggravant pour les personnes atteintes du Covid. Donc, le fait de faire du vélo permet à la fois de libérer des places dans les transports en commun et à la fois d'éviter d'aggraver la pollution de l'air. Et donc, c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on peut le qualifier de geste barrière. Après, il y a deux effets bonus. Premièrement, ça fait 6 semaines qu'on n'a pas eu beaucoup d'activité physique. Et premièrement, c'est agréable, mais deuxièmement, c'est bon pour la santé, y compris la santé mentale. Et donc, le fait d'avoir l'impression de contribuer à lutter contre la seconde vague et en même temps se faire du bien, c'est quand même pas tous les jours. Et beaucoup de gens, ça ne nous a pas échappé, vu que cette crise sanitaire a été accompagnée d'une crise sous-jacente économique, que beaucoup de gens ont des problèmes financiers en ce moment. Et se déplacer à vélo, c'est pas réputé comme quelque chose qui soit très cher. Et donc finalement, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Et c'est vraiment le moment où on a besoin de solutions résilientes. Donc pour toutes ces raisons-là, la FUB que je représente aujourd'hui, qui fête ses 40 ans cette année et qui en effet fédère 365 associations au dernier pointage, on en a chaque semaine, on a de nouvelles associations qui nous rejoignent. On est sur une dynamique de couverture territoriale incroyable et qui montre qu'il y a une appétence pour la pratique du vélo en France en tant que mode de déplacement quotidien, y compris bien au-delà de la caricature, c'est-à-dire au-delà des seuls cœurs de métropole, excusez-moi l'expression, boboisés.
Et donc, ce que nous appelons de nos souhaits, c'est un véritable système vélo d'urgence. Historiquement, on appelle pour un système vélo, c'est-à-dire quelque chose où il y a des pistes cyclables, du stationnement, des services, une fiscalité adaptée. Là, on demande à ce que ce système vélo soit mis en place d'urgence parce que c'est la seule chose efficace qu'on puisse mettre en place d'ici le début du déconfinement le 11 mai. On ne va pas être capable de doubler le nombre de bus pour que les gens soient plus loin les uns des autres dans les bus. On ne va pas pouvoir non plus réaliser de grands investissements de ce type-là. D'ailleurs, on manquerait de personnel si d'aventure on avait le matériel qu'il faut. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il est absolument essentiel de mettre en place des choses qui auraient un côté temporaire ou éphémère, mais en vue de pouvoir évidemment le pérenniser une fois que la crise sera derrière nous. Et finalement, la partie la plus visible de l'iceberg, ce sont ces fameuses pistes cyclables. Alors vous aviez utilisé un mot intéressant dans les. C'était pas éphémère, c'était pas temporaire. Vous avez utilisé un très bon terme qui est beaucoup plus dans les questions préparatoires à l'entretien. Mais ces pistes, en tout cas issues, on va appeler ça de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de séparer du trafic avec de la peinture, avec des clos ou avec du matériel qui habituellement ne sert pas à ça. Ça ne suffit pas. Si vous ne faites que des pistes cyclables temporaires, eh bien tout simplement, vous allez avoir ceux qui font du vélo habituellement qui seront plus en sécurité que d'habitude. Alors que le but, c'est d'accueillir celles et ceux qui auraient vocation habituellement à prendre des transports en commun. Et donc, oui. Ce plan d'urgence, ça se coulerait dans le grand plan vélo qui avait été lancé en 2018. Vous prévoyez déjà 350 millions d'euros pour la promotion de la pratique du vélo, ou alors ce serait quelque chose en plus? Comment est-ce que vous le voyez? Alors, je dirais que le système vélo, c'est un peu le résultat final, et le plan vélo, c'est la façon d'arriver au système vélo. Et donc, le plan vélo du gouvernement, donc, le Premier ministre avait lancé le 13 septembre 2018 à Angers. C'est important de le dire, c'est le Premier ministre lui-même qui l'a lancé. C'était pas tout à fait un contexte politique neutre. C'était 2 semaines après la démission de Nicolas Hulot. C'était à Angers, dans la circonscription du député orphelin réputé très proche de Nicolas Hulot, un peu pour montrer que malgré sa démission, le gouvernement gardait un cap sur l'écologie, etc. Ce plan se projetait sur 7 ans. Donc évidemment, personne n'avait prévu qu'il pourrait y avoir une crise comme celle que l'on traverse actuellement. Là, aujourd'hui, on va proposer des solutions provisoires pour que dès le 11 mai, ou en tout cas le plus vite possible, celles et ceux qui auraient vocation à prendre des transports en commun puissent se déplacer en toute sécurité, en tout confort. Et donc, et je vais venir au lien avec le plan vélo 2018, l'idée c'est de faire intelligemment du provisoire mais sans que ce soit du provisoire jetable. Et donc, l'idée, c'est que, au-delà de ces pistes cyclables dont on a compris l'intérêt, les gens puissent avoir accès à un vélo, que les gens sachent par où passer et quels sont les meilleurs conseils, et aussi que les gens ne se fassent pas voler leur vélo, parce que malheureusement, c'est parce qu'on est en crise que les vols de vélo ont été suspendus. Il n'y a pas d'armistice là-dessus ou de cessez-le-feu. Et donc, c'est pour ça que on a obtenu, et je salue la mesure annoncée le 30 avril par la ministre Elisabeth Borne, on a obtenu un plan coup de pouce vélo qui répond précisément aux 3 problématiques que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, premièrement, avoir accès facilement à un vélo et bon marché. Oui. On nous avait suggéré des pistes, est-ce qu'il ne faudrait pas subventionner l'achat de vélos ou autre, et nous avons dit, Madame la Ministre, il y a des millions de vélos qui s'entassent dans les caves ou au fond des garages. Pourquoi ne pas faire travailler les mécaniciens et les associations bénévoles pour remettre ces vélos en état? Et pourquoi ne pas financer cela plutôt que de financer l'importation de vélos neufs? On parle tout le temps d'économie circulaire, de
réduction de l'impact carbone et des autres impacts de notre économie et de notre mobilité. En France, comme le nucléaire baisse notre pourcentage d'émissions de carbone, la part du transport dans les émissions globales de gaz à effet de serre de la France est particulièrement important, vu que c'est, de mémoire, c'est de 27% des émissions de la France. Dans d'autres pays, c'est moins, mais c'est pas parce que leurs émissions de transport émettent moins, c'est parce que leur production d'électricité consomme plus, donc en proportion, ça baisse. Et du coup, les principaux leviers qu'on peut aller chercher en France, c'est sur le transport. Et donc, pour revenir, donc ce serait dommage de promouvoir un véhicule globalement avec énormément de vertus, mais de se priver de faire du recyclage ou de la réparation et de céder à la facilité qui consiste à tout simplement acheter des vélos neufs alors qu'on a déjà des millions qui sont faciles à remettre en état. Donc la première mesure, c'est ce fameux, alors, ce qui a été appelé chèque réparation 50 euros. Alors je rassure toutes celles et ceux qui voient la vidéo, vous n'aurez pas de chèque papier avec écrit dessus 50 euros. Ça va être quelque chose de très simple et donc vous n'aurez pas à avancer les frais. Vous irez directement chez un des réparateurs agréés après avoir pris rendez-vous. Le but, c'est pas qu'il y ait foule chez les réparateurs. Donc, il va falloir appeler pour dire, excusez-moi, à quelle heure je peux passer? Est-ce que vous avez de la place aujourd'hui? Et il va falloir aussi être un peu patient parce qu'évidemment, on a l'objectif de réparer 300 000 vélos. Ce ne seront pas 300 000 vélos dans la semaine. Enfin, donc, il y a cet aspect-là. Néanmoins, ça nous paraît une très bonne mesure qui est complétée par les deux autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc ce chèque réparation. Son vrai nom, c'est le coup de pouce réparation vélo. C'est ça son nom. Et donc, les deux autres coups de pouce, c'est le coup de pouce remise en selle, donc qui consiste à une espèce de séance de coaching en petits groupes, individuellement ou en groupe de 2 à 3 personnes, ou tout simplement un moniteur qualifié ou un bénévole associatif passionné va donner tous les conseils, comment s'habiller, comment choisir son vélo, quels sont ce qu'on appelle des braves, des bons réflexes à vélo en situation réelle, et également tout simplement l'itinéraire à choisir. Ah bah tiens, vous habitez là, vous allez là, ben, est-ce que vous avez vu qu'il y avait telle ou telle piste provisoire? Ça semble plus long, mais comme on évite un feu en réalité, ça va plus vite, etc. Ce genre de conseils-là. Et donc, une fois qu'on a le vélo, la piste cyclable et les conseils, il ne nous manque plus que le stationnement pour que le vélo, qu'on le récupère le matin et qu'on puisse le prendre et qu'on ne découvre pas juste notre roue avant qui nous attend. Et donc, pour Justement, voilà. le troisième coup de pouce, c'est le coup de pouce stationnement, donc qui va permettre de financer à hauteur de 60% les dispositifs efficaces de stationnement qui soient faciles à installer. Ça, c'est des choses où il n'y a pas besoin de couler une dalle béton. Ce sont des dispositifs sécurisés mais autoportants qu'on dépose tout simplement et donc qui vont servir pendant les confinements et qui pourront servir à l'avenir pour pouvoir déployer des parkings vélos provisoires, notamment quand il y a des grands événements sportifs ou des événements culturels où on a besoin on souhaite inciter une partie des spectateurs ou des participants à venir à vélo et où il n'y a pas besoin d'avoir des stationnements à l'année, enfin pérennisés. Ces stationnements de vélos, aussi mobiles soient-ils, il va falloir les mettre quelque part. Et en toute logique, ça va être sur des emplacements habituellement réservés aux voitures. Comment est-ce que vous pensez que le vélo peut mieux cohabiter avec la voiture et inversement? Une des choses que je n'ai pas dit dans les avantages du vélo, et c'est très important par rapport au report modal, au-delà du fait qu'à vélo on ne fait pas de bruit et qu'on ne pollue pas, on n'émet pas de gaz à effet de serre, on n'émet pas non plus de polluants atmosphériques, c'est que à surface égale, on fait passer plus d'êtres humains dans la même section si on la dédie au vélo que si on la dédie aux voitures. Et donc, ce qui est le plus efficace, c'est évidemment le transport en commun, et notamment quand il est guidé, quand il y a des rails, et que l'emprise est plus étroite,
pas souvent au même endroit. Donc évidemment, le vélo ne peut pas être plus efficace que le transport en commun là-dessus. Évidemment, ce qui est le plus capacitaire, c'est un trottoir. Les piétons prennent le moins de place. Néanmoins, le problème, c'est qu'à pied, on va à des vitesses qui ne sont pas forcément compatibles avec la longueur des déplacements qu'on a effectués. Et donc, le vélo, là-dessus, est un très bon compromis. C'est beaucoup plus capacitaire que la voiture. C'est-à-dire que si vous avez une emprise, il y a en gros 6 fois plus de vélos, enfin d'êtres humains qui peuvent passer, si on utilise la même emprise pour des vélos ou pour les voitures. C'est 20 fois plus pour les transports en commun guidés. On a bien compris que c'est à condition d'être serré dedans, donc c'est pas ce qu'on recherche en ce moment. Et donc, comme enfin, évidemment, pour redistribuer tous ceux qui auraient dû être dans les transports en commun, il va falloir redistribuer l'espace public. Et donc, à la fois pour créer les pistes, mais à la fois pour créer les stationnements. Mais en réalité, le fait que tous ceux et toutes celles qui peuvent se déplacer à vélo puissent le faire, et que là où c'est faisable théoriquement sur le papier, parce qu'il y a 7 km ou enfin, moins de 7 km ou autre, ben, finalement, ça va libérer de l'espace que pourront utiliser celles et ceux qui sont obligés de prendre la voiture. Et donc, finalement, ce n'est pas une opposition, c'est uniquement, comment dire, c'est une redistribution. Et donc, il ne s'agit pas d'opposer des modes, il s'agit que pour chacun, on choisisse le mode le plus pertinent. Alors, vous avez évoqué la bonne volonté du gouvernement pour accompagner l'essor du vélo en France. Néanmoins, lorsque j'ai préparé cette interview, j'ai été assez surpris de voir que dernièrement, la FUB s'était sentie obligée de saisir le Conseil d'État pour faire reconnaître le vélo comme un moyen de déplacement légitime. De nombreux cyclistes ayant été verbalisés abusivement, ou tout du moins embêtés par les forces de l'ordre. Et donc, bah voilà, j'aurais voulu revenir avec vous sur cette affaire parce que j'étais très surpris en fait que, apparemment, beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes ne considèrent pas le vélo comme un moyen de transport aussi banal que la voiture ou le train. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez revenir avec nous là-dessus? Commençons déjà par la fin. Le Conseil d'État nous a donné raison. Donc déjà, Oui, déjà. ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on fait des référés de liberté pour attirer l'attention de la presse ou de l'opinion publique. Et même si on perd, ça permet de mettre en exergue un problème. Là, le Conseil d'État nous a donné raison. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État nous a donné raison? Je vous expliquais notre requête et la façon dont le Conseil d'État l'a traité, et donc la façon dont j'interprète l'ordonnance du Conseil d'État. Donc, la FUB, en effet, a été alertée très vite qu'il y avait une cacophonie au niveau de la communication du gouvernement sur qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui était interdit en période de confinement. Ça ne concernait pas que le vélo. Vous vous souvenez, les gens qui disaient est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quelle course. D'ailleurs, typiquement, aller chez le vendeur de vélo, on avait obtenu, grâce au soutien d'Elisabeth Borne, que les vendeurs de vélo aient le droit d'être ouverts, que ce soit considéré comme des commerces essentiels, mais comme la mention sur l'attestation dérogatoire de sortie n'est pas très claire, certains avaient peur, et je pense à juste titre d'ailleurs, de recevoir des amendes, même si celles-ci auraient été injustifiées, mais pas parce qu'elles auraient été injustifiées que ça n'aurait pas pu arriver. Et donc, finalement, les gens ont déserté les magasins de vélo. Du coup, ils ont effectivement fermé parce que c'est pas une fermeture administrative comme les restaurants, mais c'est une fermeture faute d'avoir des clients. Tout ça parce qu'il y a eu une communication absolument cacophonique. Finalement, cette cacophonie, elle reflète la difficulté à comprendre en France que le vélo a de multiples facettes. Je m'explique. Le vélo, c'est l'outil qu'utilisent les coureurs du Tour de France. C'est l'outil, c'est l'objet dont s'occupe la Fédération française de cyclisme. Il y a des personnes qui font du vélo pour rechercher de la performance. Il y a des cyclotouristes. Il y a des gens qui, sans être cyclotouristes et sans charger de performance, font juste des balades à vélo. Et il y a des gens qui se déplacent, comme par exemple moi, tout simplement qui utilisent le vélo comme mode de déplacement principal pour tous leurs déplacements qui ne sont pas trop longs. Ils vont au travail, ils vont faire leurs courses, ils n'ont aucune vocation ni à chercher la performance,
ni à faire du tourisme, ni du loisir, qui tout simplement prendre le vélo, c'est comme mettre ses chaussures, quoi. C'est naturel pour une certaine distance. Et donc, le fait de ne pas comprendre qu'il y a cette diversité de pratiques a fait que quand la ministre des Sports a demandé aux sportifs de cesser de s'entraîner, la police a compris qu'en gros, le vélo, c'était strictement interdit. Ou alors, vraiment, pour les gens qui n'ont pas le choix, quoi, qui n'ont pas le permis, ou qui, voilà. Mais c'était écrit nulle part. C'est-à-dire que le décret, les deux décrets des 16 et 23 mars, donc notamment le fameux décret 2020-293 du ministère de l'Intérieur, quand on le lit, on se rend compte que la seule chose qui est réglementée, ce sont les motifs de sortie et non pas les modes à adopter. Le problème, et donc il y a eu ce fameux, donc nous, notre premier réflexe, pour être transparent avec vous, ça a été de déjà sécuriser le fait qu'il était autorisé de faire du vélo pour les motifs, on va dire, quotidiens, notamment le domicile de travail, notamment les courses essentielles. Donc, dans un premier temps, notre action de plaidoyer s'est tournée vers. J'ai échangé avec les préfets que je connais bien, j'ai alerté le cabinet de la ministre Borne, et j'ai dit écoutez, il faut absolument que ce soit réaffirmé que le vélo est autorisé. Et donc, il y a eu ce visuel, et c'est vraiment ce visuel-là qui a cristallisé tout le problème, où on voit trois pictogrammes. On voit à gauche des parents marchent et qui accompagnent un enfant à vélo. Donc, c'est autorisé dans le cadre du motif 5 de l'activité physique, mais à condition que ce soit des parents à pied qui accompagnent un enfant. Je ne sais pas où ils ont inventé ça, mais c'est une illustration. Ensuite, c'est autorisé pour le domicile de travail et pour les courses. Donc, on voit quelqu'un qui est plutôt sur un vélo hollandais et bref. Et on voit le troisième avec quelqu'un en position très sportive, très baissée, et donc interdit pour le motif sport ou activité physique. Enfin, interdit. J'y reviendrai, mais avec barré. Lors de sa défense devant le Conseil d'État, la personne qui représentait l'État a quand même osé dire que les deux traits, ça voulait juste dire déconseillé et non pas interdit. Le tweet dit quand même proscrit. J'avais l'impression que le mot proscrit signifie interdit, mais je suis peut-être pas juriste. Enfin, je ne suis pas juriste, c'est sûr. Et donc, nous avons nous-mêmes diffusé ce visuel, premièrement parce que c'est naturel de faire confiance au ministère de l'Intérieur, j'ose espérer encore, et deuxièmement parce que ça réaffirmait quand même que les déplacements utilitaires qui sont au cœur de métier de la FUB sont autorisés. Très vite, beaucoup de cyclistes nous ont dit que, premièrement, il n'y avait aucune raison de limiter l'activité physique. Pourquoi est-ce que le jogging serait autorisé et pas le vélo? D'ailleurs, courir sur des sols durs, ça provoque des chocs au niveau des articulations et autres. Et il ne faut surtout pas se mettre à courir du jour au lendemain. Et beaucoup de gens qui ont du mal à marcher arrivent à se déplacer à vélo. Et globalement, on nous a dit, écoutez, même si c'est pas votre cœur de métier, ne diffusez pas cette fake news. En réalité, le ministère de l'Intérieur diffuse des informations qui sont de l'interprétation. On est allé voir le décret et on s'est rendu compte qu'en effet, le décret ne disait rien sur les modes. Et donc, ces gens qui nous avaient saisis avaient totalement raison. Donc, évidemment, la FUB, son mode d'action est toujours le même, c'est d'essayer de trouver une solution amiable pour commencer. Et donc, nous avons cherché cette solution amiable en remontant notamment à la cellule de crise interministérielle. Et on nous a dit, pas de problème, tout va bien. Bon. Sauf que on a commencé à recevoir des mails qui nous disaient j'ai été verbalisé, j'allais à la boulangerie, on m'a arrêté, on m'a mis 135 €. C'est peut-être un membre des forces de l'ordre absolument pas représentatif qui s'est levé d'un mauvais pied ce jour-là, ou peut-être que la personne qui nous remonte a envie de se victimiser pour annuler son PV. Enfin, donc on a décidé de lancer un questionnaire en ligne pour référencer on appelle ça les incidents, que ce soit des verbalisations de 135 €, que ce soit juste des remarques déplacées. Vous avez reçu beaucoup de réponses? Et en tout, on en a reçu plus de 1000. Donc, si vous voulez, et on ne prétend pas être exhaustif. Donc, comme en 2 jours, on en a reçu 200,
On s'est dit, ah, il y a un vrai problème. Et donc, on a étudié les voies de recours possibles, et donc c'est là qu'on a identifié la procédure de référé liberté, et donc qui consiste à saisir le Conseil d'État. Donc c'est une procédure en référé, c'est-à-dire que c'est une procédure accélérée, elle est censée être jugée en 48 heures, mais là, vu le nombre de référés qui étaient déposés, le Conseil d'État a mis 10 jours à statuer. Et donc, c'est une procédure très particulière. Sans faire un cours de droit, j'en serais bien incapable. Il faut montrer que c'est une compétence de l'État, qu'il y a une liberté fondamentale qui est mise en cause et qu'il y a urgence. Il fallait qu'on prouve chacune de ces choses-là. Le Conseil d'État ne donne pas juste raison sur le fond. Il y a énormément de conditions. Il y a des motifs sur lesquels il peut dire que c'est légitime, mais en fait, c'est pas, ça ne justifie pas un référé parce que l'urgence n'est pas avérée. Donc, on a consolidé un dossier et on a attaqué sur 3 choses. On a attaqué sur, on a récolté parmi les 1000 témoignages, on en a sélectionné 18 qui permettaient d'expliquer toute la palette de ce qui arrivait, hein, entre des gens qui font travail, entre des gens qui font des courses, entre des gens à qui on dit qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas le permis qui ont le droit de prendre le vélo, d'autres à qui on dit que c'est autorisé que pour l'activité physique et pas pour aller au travail. Enfin, de toute façon, tous les cas possibles existaient en fait. Ce qui veut juste dire qu'il y avait une cacophonie. Sauf que souvent, ça voulait quand même dire 135 euros. Et du coup, d'ailleurs, on n'a pas cessé d'essayer de régler la question de manière amiable. Enfin, nous, si les PV étaient annulés et si le ministère de l'Intérieur corrigeait ce fameux dessin, et que voilà. Donc, première chose, on a trouvé 18 témoignages vraiment frappants. Dont racontant, on a anonymisé dans la version qu'on a diffusée, évidemment, donc on a appelé Monsieur A, Madame B, Monsieur C, Madame B, etc. Mais une des personnes, que je salue, si elle regarde ce podcast, fait depuis janvier 2019 19 km par jour pour aller au travail et 19 km pour rentrer. Donc la personne fait un premier trajet en Alsace, et elle rejoint le canal de la Bruche, et ensuite elle file sur le canal de la Bruche, et elle arrive au travail. Donc il se trouve que cette personne a été au chômage partiel, puis a été volontaire pour reprendre, vraiment pour aider, parce que le gain financier entre travailler et être au chômage partiel est minime, 50 d'euros. Et donc cette personne fait ses 8 premiers kilomètres et arrive à l'entrée du canal de la Bruche où c'est écrit arrêté, fermé par arrêté préfectoral. Le problème, c'est que le long du canal de la Bruche, il n'y a pas une nationale qui fait exactement le même trajet, quoi. Donc, bah, il a pris la piste cyclable. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il n'allait pas refaire 8 km chez lui pour reprendre sa voiture et ne pas ouvrir le magasin. Enfin, donc, il a pris en se disant, de toute façon, j'ai sur moi mon attestation dérogatoire de sortie, plus l'attestation employeur, avec cocher vélo. Donc, il se fait arrêter et on lui dit, monsieur, c'est interdit depuis hier. Ah ben, j'étais au courant. Ah ben, c'est pas de notre faute, vous étiez censé être au courant. Et donc, aucune tolérance, voilà, vous n'aviez qu'à trouver une autre solution. Et un peu quand il demande, mais c'est quoi les raisons, quoi? Premièrement, on a peur d'engorger les urgences avec plein de cyclistes, et c'est pas le moment d'engorger les urgences. Et de l'autre côté, si des gens vous voient à vélo, ça va inciter d'autres gens à le faire. Alors vous le faites pour le vélo, mais pour le travail, mais il y en a qui viendraient se balader sur le canal de la Bruche, et vous comprenez, les forces de l'ordre peuvent pas être partout, donc on préfère fermer. C'est une espèce d'aveu d'impuissance. Comme on ne peut pas vérifier ce que les gens qui sont dessus sont tous légitimes, est-ce qu'ils ont leur attestation, est-ce qu'ils ont un motif valable, on préfère fermer en mettant des barrières, quoi. Le problème, c'est que du coup, le soir, le témoin a dit, du coup, je vais trouver un itinéraire alternatif. Pas question que je me reprenne une deuxième fois 135 euros. Et donc, son trajet, il ne faisait plus de 19 km, il en faisait 26. Et non seulement il en faisait 26, mais ça prenait des nationales. Et c'est quoi le phénomène? Le phénomène, c'est que, comme il y a beaucoup moins de voitures, elles roulent beaucoup plus vite. Donc, il a cru qu'il allait mourir. Plusieurs fois. Il a eu très peur. Et en plus, il a quand même fait 7 km en plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit détour. Et donc, cet exemple-là illustre bien, illustre
la troisième chose qu'on a attaquée, donc la première, c'est l'ISUPV, la deuxième, c'est la communication fausse, manifestement fausse, et la troisième chose qu'on a attaquée, c'est les fermetures par un certain nombre de maires et de préfets de pistes cyclables sans aucun motif valable, juste pour éviter que les gens se baladent dessus en oubliant que, premièrement, les balades à vélo sont autorisées dans le rayon d'1 kilomètre et pas meilleur, et deuxièmement, que les gens qui font leurs courses ou qui vont au travail à vélo, bah, souvent la piste cyclable, c'est quand même la seule alternative qui est un peu crédible. Déjà qu'il y a peu de pistes cyclables en France et qu'elles ne sont pas toujours bien conçues, si en plus on les ferme, bon, et qu'en plus les voitures roulent plus vite que d'habitude, ça crée un véritable danger. Quelle ne fut pas ma surprise quand il y a une semaine, je reçois, on dépose le référé le 20 avril, c'est censé le juger très vite, compte tenu de l'embouteillage, l'engorgement, ça nous fait longtemps. Mais dès la nuit de vendredi à samedi, le 24 avril, on reçoit le mémoire en défense du ministère de l'Intérieur, donc la réponse à notre requête, dans laquelle on lit qu'il n'y a aucun problème parce que le vélo n'a jamais été interdit. D'ailleurs, la lecture que fait la requérante, c'est la FU, est exactement justifiée. Enfin, nous, on expliquait que, d'après nous, dans le fameux décret 2020-293, cinquièmement de l'article 3, rien ne disait quels sont les modes et donc le vélo est autorisé. Donc le ministère confirme, bah oui, la requérante a raison. Et donc, alors, c'est pas de notre faute s'il y a des policiers qui verbalisent, mais c'est aux personnes de se retourner individuellement vers l'agence spécialisée, et c'est à chacun de contester individuellement. Le Conseil d'État n'est absolument pas compétent là-dessus, et donc on rejette en bloc la requête de la FUB qui est absolument non fondée. Et donc, quand au moment de défendre par rapport aux fameux tweets et aux fameux tutos, on trouve une phrase totalement hallucinante qui dit qu'un tweet ne saurait valoir journal officiel. Alors, ça n'a échappé à personne, mais néanmoins, dans une époque où on lutte avec les fake news et autres, que le ministère de l'Intérieur dise que finalement un dessin ne l'engage pas, le contenu du tweet ne l'engage pas non plus, et que 2 barres en rouge, ça veut juste dire déconseillé, bon, il y a un moment où il y avait de quoi énerver le juge référé, et il y avait aussi de quoi énerver la twittosphère, vu que ce tweet, enfin, moi je l'ai fait, si je me souviens bien, à 2h09 du matin, la nuit du 24 au 25 avril, et quand je me suis levé le matin, il y avait 500 retweets et 1000 likes. Donc ça avait fait un peu le tour de la toile pendant ce temps-là. Donc la personne qui a rédigé, dont je ne donnerai évidemment pas le nom, ce mémoire en défense, était très énervé qu'on ait publié ce mémoire en défense. Nous, on l'a publié tout simplement, c'est aucun triomphalisme ou quoi que ce soit, c'est juste pour que les cyclistes aient quelque chose à porter sur eux, pour montrer aux forces de l'ordre, excusez-moi, non, c'est autorisé, vous vous trompez, ne me verbalisez pas, et même pas, ils ne peuvent pas se justifier, je fais du vélo parce que j'ai pas le permis, ou parce que, je sais pas, c'est juste que je fais du vélo parce que c'est ma liberté de choisir de faire du vélo. Je trouve en plus que c'est plutôt bon pour la santé, pour l'environnement et pour tous les autres aspects. Et que si j'ai un risque d'accident, c'est plutôt à cause des autres que à cause de, c'est pas moi, enfin, faire du vélo, c'est pas dangereux, faire du vélo, c'est parfois un peu risqué, un peu autre chose. Faut pas confondre, est-ce qu'on subit le danger ou est-ce qu'on le crée. Et donc, alors, il y avait d'autres choses extraordinaires, il y avait notamment l'explication de pourquoi le vélo n'est pas interdit, mais néanmoins contre-indiqué dans le cadre du numéro 5, l'activité physique brève, individuelle, moins d'1 heure par jour, moins d'1 kilomètre du domicile. C'est que, je cite, comme à vélo on va plus vite, ça risque de tourner court. Et donc, la personne qui a écrit la défense, qui dit, à moins d'habiter à moins d'1 kilomètre d'un vélodrome à ciel ouvert, on voit pas trop l'intérêt de faire du vélo. Et donc, ce qui montre, on en revient à ce que j'ai dit au tout début, que cette personne assimile, et peut-être tout le ministère de l'Intérieur, assimile le vélo un peu aux coureurs du Tour de France. Et je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je assiste régulièrement à des étapes du Tour. Je salue à Maurice Faure et Christian Prudhomme s'ils nous regardent. Mais il y a des gens qui ont juste besoin de faire le tour du pâté de maison parce qu'ils en ont marre d'être confinés chez eux et qui n'ont pas envie de croiser des joggers sur le trottoir et qui globalement aiment bien faire du vélo et qui vont pas à 45 km/h mais à 15 km/h.
et pour qui on peut faire une balade de 6 km sans passer 2 fois au même endroit, tout en restant dans le périmètre autorisé. Et en faisant ça, on n'a pas du tout besoin de faire 1 heure, on peut très bien faire 20 minutes d'activité physique, ça fait déjà du bien. Donc, cette mauvaise foi nous a quand même frappé. Alors après, sur les décrets, on nous a expliqué que la FUB n'avait qu'à attaquer un par un aux différents tribunaux administratifs compétents plutôt que d'essayer d'attaquer en bloc. En fait, nous, si on a fait les 3 demandes, c'est avant tout pour forcer le ministère de l'Intérieur à mettre noir sur blanc que le vélo était autorisé. Les 18 témoignages et les 10 arrêtés, c'était pour démontrer au Conseil d'État une situation, parce que, à notre sens, aussi bien les 18 verbalisations que les 10 fermetures préfectorales résultaient l'une comme l'autre d'une communication fausse, et notamment de ce fameux picto avec la barre qui ne signifie pas que c'est interdit, mais qui tout le monde comprend ça. Et donc, nous avons été entendus mercredi. Donc, mercredi, on était le 9 avril. Et donc, le juge nous a réexpliqué la procédure, il a entendu les parties, il a pesé le pour ou le contre notamment sur l'urgence. Et donc, le 29 avril à midi, il propose en 24 heures, on se mette d'accord sur une solution amiable, plutôt que de condamner le ministre à communiquer, ordonner au gouvernement de communiquer, que le gouvernement communique de lui-même et se mettre d'accord avec un FUB sur la communication à faire, voilà, finir à l'amiable. Et donc moi, je m'attendais à ce que quelqu'un m'appelle et me propose, voilà, mais écoutez, monsieur Schneider, on va dire ça, est-ce que ça convient à la FUB, etc., etc. Au même moment, je travaillais avec le cabinet d'Elisabeth Borne sur le fameux coup de pouce vélo, dont on a parlé au début de l'interview, qui a d'ailleurs été annoncé dans le Parisien le soir même, Du coup, personne n'est revenu vers moi. Et donc, le lendemain à midi, donc au bout de 24 heures, le juge des référés n'a pu que constater que l'État n'avait rien fait, et qu'ils ont juste voulu gagner du temps. Et donc, à 14 heures, ils se prononçaient en ordonnant au gouvernement de clarifier le fait que le vélo est absolument autorisé, ce que le ministère de l'Intérieur avait déjà lui-même admis par écrit. Voilà. Et évidemment, par contre, le Conseil d'État a rejeté le fait d'annuler les IGTV et d'enjoindre les préfets à rouvrir les cyclables, premièrement parce que, évidemment, les PV, malheureusement, c'est à chacun de les contester individuellement, mais ce sera beaucoup plus facile de les contester vu qu'il faudra, dans la lettre explicative, citer le Conseil d'État, la décision du 30 avril 2020 du Conseil d'État. Et pour les préfets, on nous a expliqué que pourraient le faire, mais en même temps, dans le cadre de la fermeture de ces voies vertes, l'urgence n'était pas avérée. C'était en effet, fallait passer par un autre niveau de jurisprudence. Néanmoins, et c'est très frappant, le Conseil d'État, d'ailleurs, si on regarde le compte Twitter du Conseil d'État, le tweet dans lequel il révèle nous avoir donné raison, et de loin, si on regarde depuis un mois, le tweet du Conseil d'État n'est plus suivi, ce qui veut dire que c'était vraiment un sujet important, qu'il y a eu une vraie cacophonie, une vraie injustice. Hein. Et donc, le Conseil d'État dit qu'il y a une façon illégale, manifestement illégale, de violer une liberté fondamentale. C'est-à-dire que le Conseil d'État reconnaît non plus uniquement la liberté d'aller venir, mais également d'aller venir à vélo comme une liberté fondamentale. Donc cette ordonnance est très puissante et apporte quelque chose de totalement nouveau, parce que du coup, non seulement maintenant il y a un papier alors le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué de presse à reculons en disant le vélo n'a jamais été interdit et ils remettent leur truc. Par contre, on ne voit pas trop l'intérêt de faire du vélo dans le cadre du motif 5, vu que ce serait trop facile ce serait trop risqué de, sans faire exprès, sortir de la zone du kilomètre. Voilà, c'est ça la position du ministère. Donc ils n'ont pas bougé là-dessus. Néanmoins, comme le Conseil d'État leur a ordonné, ils ont publié un communiqué. Donc là maintenant, les cyclistes, je pense que c'est rare qu'un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur soit imprimé par autant de personnes et qu'il soit véhiculé ensuite à vélo, mais donc là c'est le cas. Et donc
je pense que des milliers de personnes vont écrire pour contester leur PV et citer cette ordonnance du Conseil d'État du 30 avril 2020. Et donc, si parmi les personnes qui nous regardent, vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire en citant justement cet acte administratif-là. Voilà. Donc dans l'histoire, on aura gagné quand même une espèce de jurisprudence sur le fait qu'il existe une liberté d'aller et venir à vélo. Mais toute cette histoire, on s'en serait vraiment bien passé parce qu'on aurait préféré se concentrer sur le rôle que le vélo devrait jouer à la fois dans le confinement et à la fois dans le déconfinement. D'ailleurs, la FUB l'a fait, la FUB a accompagné l'initiative extraordinaire lancée par Nina Gouze qui s'appelle Des vélos pour l'hosto, qui a permis, donc on a mis en quelques jours en place une plateforme qui a permis à des particuliers de prêter gratuitement des vélos à des soignantes et des soignants, et plus largement des personnels hospitaliers. On a l'assureur Maïf qui nous a accompagnés pour assurer les vélos. J'ai reçu un courrier signé de sa main d'Olivier Véran pour nous remercier de l'initiative. Et le même jour, je recevais des mails de soignants qui disent je me suis fait verbaliser en allant à l'hôpital à vélo. Parce que j'y allais à vélo. Donc à un moment, moi, je voyais pas comment je pouvais faire autrement que de maintenir le référé. Et vraiment, on aurait préféré que le vélo joue un rôle pendant le confinement. Hein. Par contre, il faut absolument faire en sorte que le vélo joue le rôle qui peut être le sien dans ce déconfinement. Si j'ose le dire, de toute façon, on va pas y arriver, globalement. Réduire le nombre de passagers de transport en commun de 80 ou 85%, ça va être très dur. Mais si en plus, on ne profite pas pleinement du meilleur levier, pas de la machine à tout faire, mais du levier qui a le plus d'efficacité qu'est le vélo, on va vraiment pas y arriver. Et justement, on a besoin qu'un maximum de gens prennent le vélo pour que ceux qui en ont vraiment besoin prennent le transport en commun et ceux qui en ont vraiment besoin prennent la voiture. Et évidemment, tous les autres, il faut qu'ils continuent le télétravail, même si c'est pénible, ou qu'ils diffèrent leur déplacement en dehors des heures de pointe. Mais il n'y a que le vélo qui peut permettre d'avoir une chance d'y arriver un peu. Alors, ces derniers jours, on a beaucoup parlé des annonces de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a décidé de fermer la rue de Rivoli à la circulation automobile et qui a aussi annoncé que 3 lignes de métro allaient être, pour ainsi dire, dédoublées en piste cyclable. Est-ce que vous avez d'autres exemples de politique locale pour répondre à ces nouveaux besoins qui émergent? Par exemple, à Brest, où vous êtes, est-ce qu'il y a des exemples concrets comme ceux que je viens de citer qui sont en train de se mettre en place? Si je me permets, sur l'Île-de-France, je pense que le plus important, mais on verra comment fonctionne la rue de Rivoli dans cette configuration-là. De toute façon, la rue de Rivoli n'est plus du tout un axe principal à Paris, hein, vu qu'il reste plus qu'une file pour les voitures. Donc, enlever une file pour les voitures, c'est pas très grave. Et après, je laisse subsidiarité mes associations locales, Paris Ancel et MDB, s'exprimer sur ce sujet-là. Mais si je puis me permettre, sur l'Île-de-France, ce qui va être le facteur clé, c'est comment est-ce qu'on relie petite couronne à Paris et comment est-ce qu'on relie la Défense à Paris. J'ai cru lire en début d'après-midi, le 1er mai, le fait que la question du pont de Neuilly va être prise très au sérieux et que notamment il est envisagé, parce que c'est pas possible de faire passer par la passerelle côté nord, s'il y a beaucoup de vélos qui passent dessus, ça va pas passer. Donc il est envisagé à la fois d'autoriser les tunnels à vélo et le circulaire. Donc, il y a quelques mois, on m'avait dit que le 1er mai, on annoncerait que le circulaire va mettre une piste cyclable temporaire dessus, je pense que je me serais frotté les yeux pour vérifier est-ce que je suis pas en train de rêver. Je vous aurais pas cru si vous m'avez annoncé ça il y a quelques mois. Mais ce qui va être important, c'est vraiment les portes. C'est vraiment les ruptures de continuité, parce que finalement, les gens qui sont déjà dans Paris, alors il y a toujours beaucoup à faire, mais on peut déjà, c'est une déplacement relativement court. Paris, c'est le plus long trajet de Paris à Paris, ça doit faire à peine 10 km. Et pour les gens qui franchissent le périphérique et qui viennent de petite couronne, il faudrait vraiment le faire à vélo si on regarde juste la distance. Il faut vraiment sécuriser notamment les entrées de Paris par les portes. Donc ça va être vraiment ça qui va être essentiel. Et je sais que le préfet Cadeau s'y met très sérieusement. Donc vraiment, je pense que
on est quand même en train de gagner 10 ans sur la politique cyclable de la France à cause de cette crise. Grâce au fait que le vélo est la seule solution sérieuse qu'on ait en fait. Mais on a d'autres exemples. On a par exemple à Montpellier, Philippe Sorel, qui a été le premier à annoncer qu'il ferait de l'urbanisme aquatique. Et juste après, il a dit bon, mais ça va être compliqué, donc on va essayer de faire ça avant l'été. L'association locale que je salue, Vélocité, a dit mais écoutez, non, maire, c'est avant le 11 mai qu'il faut faire, sinon, je peux dire, excusez-moi cette expression, c'est time to market, c'est maintenant, quoi. Et donc, il a fait un premier aménagement sur un pont entre Castelnau et Montpellier, ensuite un second sur l'aide au CHU. Donc, on a aussi ce côté-là. On a M. Estrosi, alors je demande à voir quand ce sera concrétisé, mais qui a annoncé qu'un certain nombre de rues seront totalement interdites aux voitures pour permettre aux piétons et cyclistes de circuler. On a eu des cas intéressants où des élus ont dit non, puis 48 heures, plus tard, ils ont dit bon, finalement, si on va le faire. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Angers. À Angers, où l'adjoint à la voirie a dit non, puis 48 heures plus tard, le maire a dit si, finalement, on va le faire. En expliquant, on voulait pas l'annoncer trop tôt parce qu'il faut vraiment que les gens respectent le confinement. On les inaugurera au dernier moment, juste avant le 11 mai. Voilà, donc on a plein d'annonces. Donc là, on est à la fois on est impatient parce que ça fait des années qu'on attend que la politique cyclable de la France bouge, et en même temps, les 10 jours qui restent, c'est très court par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est une impatience, mais en même temps, il y a beaucoup de travail à fournir. Et en tout cas, vraiment, ces aménagements-là, ils vont être pérennisés. Enfin, aujourd'hui, on les fait avec des plots, et d'ailleurs, ça nous permet d'expérimenter. On peut regarder qu'est-ce que ça donne si on met la piste cyclable côté nord, côté sud, si on fait deux pistes cyclables un peu plus étroites qu'une côté nord ou côté sud, et on pourra faire en dur la configuration cible en ayant un peu fait de l'expérimentation. Il faut se donner un droit à l'erreur. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens, notamment les néo-cyclistes, vont réagir. Et donc, voilà. Mais moi, je pense que cette crise, dont on ne peut que être malheureux, hein, vu le coût humain et aussi le coût économique, euh, pour que ce ne soit pas que des conséquences néfastes pendant des années, il faut utiliser à la fois le vélo pour réduire tant que possible la seconde vague, et c'est vraiment sauver des vies que de se déplacer moins, et quand on se déplace, de prendre le vélo. Mais c'est également préparer le fameux demain, monde de demain, où la marche et le vélo sont un réflexe naturel pour des déplacements courts ou moyens. Si ça vous convient, on va peut-être terminer sur les 3 coups de cœur, un coup de gueule dont je vous avais Ouais, remettre. tout à fait. Donc Tout à voilà, fait. donc, alors c'est parti. Donc une recommandation, film, lecture, article, ce que vous voulez sur. Moi, je pense que, alors, vu la sensibilité des personnes qui regardent vos vidéos, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais je pense que le bug humain de Sébastien Boller, c'est un livre qui permet vraiment de bien comprendre pourquoi l'évolution nous a mené là où on est, et donner quand même des pistes d'espoir sur, en gros, on a un cerveau reptilien et une technologie de Dieu, et c'est ça qui fait qu'on est en train de détruire la planète sur laquelle on vit. Vraiment un livre passionnant et écrit de manière très accessible. Et en plus, Sébastien Boller est quelqu'un vraiment de très accessible et de très sympathique. Et donc, ensuite, chose suivante, c'était quoi le coup de cœur suivant? Rappelez-moi. Une association, une organisation. Alors, l'association, je pense que une des choses qui font que les transports pourraient aller beaucoup mieux, au-delà du vélo, ce serait aussi de féminiser les experts. J'ai moi-même refusé de participer à un webinaire sur les pistes cyclables temporaires qui était organisé le 22 avril parce que j'ai constaté qu'il y avait 11 intervenants, dont moi, mais 11 hommes, 0 femmes. Et il y a une association qui s'appelle Femmes en Mouvement, et je pense que c'est en mettant de la parité et aussi de la parité entre les territoires, pour arrêter de voir tout de manière parisienne ou parisienne, il faut aussi apporter toutes les diversités, notamment en apportant la parité, que
on trouvera les bonnes solutions. Et vraiment, si vous organisez des conférences, faites l'effort de trouver des intervenantes. Il y a vraiment des femmes qui ont des choses à dire. Et si elles ne le disent pas, c'est juste parce que depuis qu'elles sont toutes petites, on leur a dit de bien être assises et de bien écouter les messieurs qui parlent. Voilà. Et ça, c'est mon deuxième coup de cœur, c'est l'association Femmes en Mouvement. Vraiment un lieu, un quartier, une ville, une rue, un bâtiment qui vous inspire. Alors ça, j'en ai tellement, je me demandais de quoi j'allais vous parler là-dessus, mais je vais faire, bon, en tant que militant vélo, en tant que bâtiment, moi je trouve que la gare de la ville d'Utrecht, où on peut garer plus de 10 000 vélos, et bien qu'il en ait 10 000, c'est facile de le retrouver, et où qu'on soit, bah, on accède directement au quai. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît, alors évidemment, il y a aussi des bâtiments dont j'admire l'architecture pour la beauté, mais je pense que pour qu'il y ait du report modal et pour que moins de gens se sentent obligés de prendre la voiture, c'est la complémentarité de train qui est l'avenir. Et si vous ne le connaissez pas, tapez sur votre moteur de recherche préféré, hein, Quant ou Ecosia, le parking vélo Utrecht, et vous trouverez des photos, même des vidéos de ce magnifique, parking. Pour terminer, un coup de gueule. Vous en avez un pour... Écoutez, j'en ai plein, mais j'en ai un qui vraiment m'a mis en colère dimanche dernier. J'avais déjà reçu depuis 24 heures le mémoire en défense du ministère de l'Intérieur, qui nous réaffirmait que finalement on faisait une crise de gosse pour rien parce que tout allait bien et que le vélo est pas interdit. Et on découvre dimanche, donc le 26 avril, que un monsieur de 95 ans qui s'appelait Robert a été verbalisé 135 € parce que tous les jours il faisait un tour de moins dans le périmètre autour de moins d'une heure autour de chez lui. Et donc les gendarmes n'ont rien trouvé de mieux que de lui mettre cette amende. Et le maire en était presque à vouloir faire un arrêté ou quelque chose qui fasse une exception pour Robert, alors qu'en fait tous ces gens-là discutaient d'une disposition fictive qui n'existe pas, quoi. Il n'a jamais été interdit. Et donc, premièrement, que ce soit interdit et qu'on dise n'importe quoi dessus, ça me révolte, mais alors qu'en plus, une personne qui dit que ma principale joie de vivre, tout ce qui me reste à 95 ans, c'est mon tour de vélo, et on lui interdit et qu'on lui mette une amende de 135 €, alors c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, alors c'est vraiment mon coup de gueule, je trouve ça. Ça montre quand même c'est pas gagné, quoi. Voilà. Même si c'était un peu négatif de finir sur ce coup de gueule, je pense que le vélo, on va vraiment gagner 10 ans de politique cyclable grâce au fait que le vélo va nous contribuer à éviter que la deuxième vague de Covid soit un tsunami. Et donc, vraiment, je pense que quand on en reparlera dans quelques années, on verra que c'est un moment où la politique pro vélo aura basculé et que ça fera partie des rares bénéfices, non pas de la crise, mais de la politique mise en place pour sortir de la crise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire tous les thèmes et sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.